Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Oh, Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de C'est qui en pôle, le podcast qui décortique les championnats du monde de vitesse moto. Aujourd'hui, c'est le numéro 166 et on va vous parler du 7e Grand Prix de la saison qui s'est déroulé au Mugello en Italie. Mais c'est pas pour ça qu'on va parler avec les mains pendant cet épisode. De toute façon, vous ne nous voyez pas. Pour ce numéro, d'abord, on a Stéphane avec nous. Salut Stéphane, comment ça va ? Salut à tous, ça va très bien. Bah cool. Et puis j'accueille également Thibaut. Salut Thibaut. Salut à tous. Et bah écoutez, moi aussi ça va très bien après encore de belles courses. Ouais, plus ou moins belles selon les catégories, on va pas se mentir. C'est d'accord. Parce qu'il bon bref. Ouais, on va passer aux news. C'était pas les plus belles courses de l'année quand même. Ouais, non, c'est clair. Mais on passe aux news, on a des choses quand même très intéressantes à dire, notamment pour ces news. Et puis une fois n'est pas coutume, je vous propose qu'on passe tout de suite sur les petites infos générales avant d'attaquer le gros du gros, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en MotoGP. Mais on va déjà commencer donc par le Red Bull Ring qui a prolongé et qui sera présent du coup au calendrier MotoGP jusqu'en 2030. C'est pas mon circuit préféré à titre personnel. Il est dans un environnement très joli, mais bon, niveau course, on a des circuits qui nous donnent des plus belles courses. Je vous donnerai la parole tout à l'heure sur le Red Bull Ring. On va rester sur les circuits et on en avait parlé d'ailleurs et c'est confirmé. Le GP d'Inde est annulé complètement pour cette année. Et puis concernant le GP du Kazakhstan, qui était initialement prévu mi-juin cette année, mais qui a dû être reporté en raison des inondations qui ont touché la région en avril, inondations d'ailleurs qualifiées de jamais vues auparavant, ce GP du Kazakhstan aura finalement lieu au 22 septembre, en espérant que la décrue s'amorce sérieusement d'ici là. Un petit commentaire sur ces deux news, en particulier Red Bull Ring, qui, je le rappelle, n'est pas mon circuit préféré à titre personnel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je trouve que c'est un super circuit. Enfin, il y a toujours des courses sympas, je trouve, sur le Red Bull Ring. Ah bon, voilà, on n'est pas d'accord, très bien entendu. Ouais, moi aussi, j'aime bien ce circuit. C'est un circuit il est aussi bien en moto qu'en Formule 1, je trouve. Ouais, moi je le trouve très beau. Enfin, c'est clair que l'environnement est magnifique. Après, un peu plus partagé sur les courses, mais sur l'intérêt, j'allais dire technique du circuit, on est quand même sur de gros freins, gros axel, gros freins globalement. Ouais, puis c'est un circuit assez court aussi. Ouais. C'est ça aussi. C'est vrai qu'au final, même si on a eu des belles courses ces dernières années, on a quand même mieux comme circuit en termes de pilotage. Oui, c'était mon point. Et puis sur le Kazakhstan, un commentaire éventuellement. Vous avez le droit de dire non. Non, écoute, moi on verra, parce que c'est vrai que la course avait été annulée l'an dernier. Là, soi-disant, c'était par rapport aux inondations. Maintenant, finalement, ça va remplacer l'Inde. L'Inde est reportée en 2025. On ne sait pas trop vraiment si on aura la course en 2025. Enfin, c'est un peu, j'ai un peu peur qu'on se retrouve encore l'année prochaine avec une annulation. Et j'espère surtout que le Kazakhstan va être un circuit. En fait, on va rester plusieurs années au Kazakhstan et pas seulement un one shot pour une ou deux années comme malheureusement on peut le croire. Ouais, c'est clair. Stéphane, pas de... non, mais c'est surtout ce qui me dérange dans ces projets-là, c'est qu'on te fait miroiter dans des pays très pauvres des courses de moto. T'y vas une fois et puis après t'y vas plus, ou t'y vas jamais, le circuit à moitié construit, donc à quoi ça sert? Oui, on en avait parlé. Qu'on avait longuement parlé. Pour le GP d'Indonésie en particulier, où effectivement, moi-même j'avais poussé un petit coup de gueule sur ces nouveaux circuits, avec les conditions de construction et d'aménagement qui sont pas optimales, qui répondent pas à des critères sociaux très occidentaux, on va le dire comme ça. Et puis, comme tu le dis, et comme tu l'as dit Thibaut, le fait que on espère qu'il n'a pas été construit juste pour une année, quoi. Mais bon, on verra bien.
Sans transition, on va dire un petit mot de Maria Herrera, hein, qui s'invite finalement en championnat du monde de moto féminin, le WWCR, qui démarre sous peu. Elle va courir pour le Team Forward, un team qu'elle connaît bien, puisque elle est pilote pour déjà en Moto E. Donc voilà, encore un grand nom du pilotage féminin annoncé dans ce championnat du monde. On a hâte que ça commence. Je sais pas ce que vous en pensez. Faut voir. Faut voir. Ouais, moi pas trop d'avis. Après, c'est vrai, on faudra regarder les courses, mais bon, comme on avait dit dans un autre podcast, avec Maria Herrera, c'est comme Ana Carrasco. Ce sont les deux noms que l'on connaît, et les deux, elles ont intérêt de jouer devant quand même pour leur carrière, parce que sinon, mais on avait vu lors des essais que quand même Ana Carrasco était largement au-dessus des autres. Absolument, elle était largement au-dessus, et on espère aussi qu'il va y avoir d'autres noms éventuellement qui vont se démarquer dans son championnat. Après, il faut regarder que ce soit pas un championnat où il y a 2-3 noms qui dominent un peu la discipline, et qu'après les autres soient malheureusement à des années-lumière derrière. Ouais, c'est ce qui arrive. Que ça manque d'homogénéité sur le plateau. C'est ce qui arrive dans ce genre de oui, c'est ce qui arrive dans d'autres championnats aussi. C'est ça. Assez de suspense, on va passer au MotoGP, aux news de MotoGP, et on va évidemment évoquer les différentes news du mercato, mais d'abord un petit mot sur Raúl Fernandez qui s'est fait opérer du syndrome des loges juste après le GP d'Italie. Personnellement, il m'a pas envoyé de texto pour me donner des nouvelles, mais bon, on espère qu'il va bien. Et puis sur le mercato, on commence par qui, sachant qu'on a vu un peu tout et n'importe quoi ces derniers jours niveau rumeurs, hein. La vraie info, la seule qui est officielle. Exactement, parce que c'était un peu le camoulox des fausses infos. Voilà, je l'ai placé. Donc l'info officielle que vous avez sûrement déjà vu, hein, chers auditeurs, c'est Martin qui a signé chez Aprilia. Jorge Martin, hein, qui va aller chez Aprilia dès l'année prochaine, un contrat qui sera sur plusieurs années, hein. C'est officiel depuis mardi 4 juin. Après, on est plus dans la rumeur, hein, mais la rumeur semi-confirmée, dirons-nous. Marc Marquez devrait être confirmé chez Ducati officiel, du coup, parce que Bastianini, lui, il sera envoyé chez Tech 3, hein, qui apparemment devrait abandonner la marque GasGas. Encore une fois, rien d'officiel. On va prendre des pincettes sur ces points mercato. Acosta, lui, il a officiellement prolongé son aventure avec KTM en MotoGP et il sera promu dans l'équipe usine dès 2025. Comme pour Martin chez Aprilia, le contrat est annoncé pluriannuel, mais on ne connaît pas la date de fin. Et puis enfin, un Aleix Espargaro qui, on le sait, a pris sa retraite, il sera pilote essayeur pour le HRC Honda l'année prochaine. Voilà, en vrac pour ces infos plus ou moins confirmées concernant le mercato en MotoGP. Qui veut commencer à commenter ces informations? Alors, Thibaut? Ouais, alors rapidement, Bastianini chez Tech 3, donc tu dis Tech 3 pour abandonner la marque GasGas. Bon, c'est surtout Tech 3, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, que ce soit GasGas, KTM, ce sont les mêmes, hein. Et je sais pas si vous avez déjà vu, en fait, même dans les classements, aujourd'hui, Tech 3, c'est même pas écrit GasGas comme marque, mais KTM. Ouais. Alors qu'en Moto 3, on a bien GasGas. Donc bon, pour le petit truc, aller chez Espargaro, pilote essayeur HRC. Bon, ouais, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça. Après, il a réussi à développer l'Aprilia quand même. Oui, au bout de 7 ans. Non, mais le HRC n'a pas l'air très pressé. Hein. Non, mais voilà, de toute façon, vu où est actuellement Honda, honnêtement, ils sont tellement à la rue qu'aujourd'hui, ça ne leur fera pas de mal. Non, c'est clair, ils sont plus à ça près. Voilà, après, Marc Marquez chez Ducati officiel et Martin chez Aprilia, c'est surtout ça. C'est quand même la très grosse info. Jorge Martin quitte Ducati. Il en a eu peut-être marre d'attendre. Il a prouvé qu'il méritait la place de la Ducati officielle. À quoi a joué Ducati? En tout cas sur le pilotage, parce qu'on a déjà eu ce débat plein de fois avec Pierre notamment. En tout cas sur le pilotage, je suis d'accord avec toi qu'il méritait clairement la place chez Ducati Usine. En revanche, sur le comportement, on peut comprendre que Ducati Usine était plus réticent à lui filer une place malheureusement, au sein du team. Dans un team, il n'y a pas que le pilotage. Hein. C'est-à-dire que si tu recrutes quelqu'un qui met le bazar, je suis pas sûr que ton team performe. Et je pense que Martin, il s'est grillé. Moi, je pense qu'il s'est grillé déjà l'année dernière sur les 2 dernières courses.
En fait, pour moi, mais pour moi, Martin, c'est vrai que c'est un peu, c'est Jorge Lorenzo, c'est le même, hein, je ne sais pas si c'est le prénom ou pas, mais ça parle beaucoup. Alors derrière, quand les résultats suivent, tu ne peux rien dire. Mais c'est vrai que, Bagnaia, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup plus calme, qui aujourd'hui fait le travail. Martin Bagnaia sur la même moto, enfin dans le même team, ça pourrait faire des étincelles. Et aujourd'hui, ça aurait pu être marrant à regarder, c'est dommage. Oui, c'est sûr que pour nous, en fait, en tant que spectateur neutre, ce serait super. Bon, Pierre ne dirait peut-être pas ça quand les deux se mettraient dehors à toutes les courses. Mais et à Marc Marquez, on voit quand même aujourd'hui, vu sa carrière, vu où il en est dans sa carrière, ce qu'il a connu par le passé, je pense vraiment c'est pas lui, il a pas l'air d'être très compliqué à gérer quand même. Par contre, même il va pas faire des grandes déclarations. Par contre, sur la piste, il est là, et on voit que quand on fait un peu de la politique, quand faut dire non à Pramac, il a l'air de pouvoir dire non. Mais après, c'est aussi sa carrière fait qu'aujourd'hui, Marquez peut décider un peu ce qu'il veut. On en reparlera tout à l'heure. Vas-y, pardon, Stéphane, vas-y. Non, après, il a dit non, mais peut-être parce qu'il savait que ça allait déjà être signé chez les Rouges, alors il n'allait pas s'enflammer en disant oui, peut-être que j'irai chez Pramac. Mais c'est ça. Après, on comprend aussi Ducati, hein, c'est avoir un Marc Marquez. On voit ce qu'il fait là sur les 6-7 premières courses de la saison. Il est quand même, il est déjà là. Et puis après, t'as aussi pour l'image de marque, malgré tout. Marquez, il est quand même très connu. Aujourd'hui, est-ce que Ducati est perdant? Enfin, qui est gagnant entre Ducati officiel d'avoir Marc Marquez ou Jorge Martin d'aller chez Aprilia? Le risque, il est quand même plus côté Martin. Hein. Moi, je pense que Martin, en fait, il a tout perdu. C'est-à-dire que je trouve qu'il avait, comme tu le disais, il avait vraiment performé sur la piste, il n'y a pas de souci, il était là, première saison compliquée, il chutait, après il a montré que il était prétendant au titre, il n'y avait pas de souci. Mais je pense que c'est quelqu'un d'imbuvable. De toute façon, Bagnaia, il a dit aux médias, moi mon coéquipier, il faut que ce soit quelqu'un qui me détruise pas ce qu'on a mis 6 ans à construire. Il a bien dit ce week-end. Donc ça veut dire quoi, les gars? N'embauchez pas Martin, parce que si vous l'embauchez, vous savez ce qui va se passer au bout de quelques courses. Et je pense que Ducati a dû être quand même assez à écouter un peu son pilote. Et je pense que c'est Cardosi qui a fait se faire écraser l'année dernière quand Martin fait Bagnaia. Enfin, il a des comportements. Enfin, il peut pas prétendre être pilote officiel dans des comportements comme ça. Moi, je trouve que, j'ai l'impression que Martin, il a raté 2 fois le coche entre guillemets. Et dès l'année dernière, où il fait un début de saison assez catastrophique, de mémoire. Où vraiment sur la fin de saison il prétend au titre parce que il s'est repris et que du côté de Bagnaia il y a eu aussi un coup de mou à mi-saison, enfin un coup de mou tout relatif, on s'entend. Oui. Il y a ça et il y a aussi la toute fin de saison dernière où son comportement a été pas terrible quoi, en tout cas qui a sûrement pas donné envie à Ducati officiel de l'intégrer dans l'équipe. Et c'est mon avis, c'est parce qu'il aurait été très performant dès le début de la saison dernière. Il avait la moto pour, il l'aurait fait dès le début de saison. Peut-être que Ducati Usine aurait plus excusé son comportement de fin de saison en termes de j'allais dire en termes de comportement. Voilà, je suis fatigué, mais voilà, et peut-être que Ducati Usine aurait beaucoup plus excusé son comportement de fin de saison s'il avait tout de suite performé, ce qui n'a pas été le cas. Il a montré qu'il pouvait avoir des coups de bien moins bien, en tout cas en termes de performance, et ce qui montre pas du tout en ce début de saison, on est d'accord. Là il fait un début de saison complètement incroyable. C'est à mon avis son manque de constance sur la saison dernière, qui est plus son comportement évidemment en fin de saison, qui a fait qu'il a raté le coche, ce qui est dommage. Après la performance on la décide pas nécessairement. C'est dommage que du coup le comportement fasse que c'est le coup près qui tombe et que Ducati Usine, alors non seulement il peut être irrégulier, ça en début de saison on le savait pas, enfin en tout cas avant le début de cette saison là on le savait pas, mais en plus il peut péter des piles et on le voit mal être coéquipier constructif d'un Pecco Bagnaia qui lui pour le coup est très pro. Oui, mais parce que tu vois quand il a gagné cette année une course, je sais plus laquelle, la dernière ou celle d'avant, le mec, il défonce sa bulle. Vraiment, t'allais dire, tu peux être content, mais c'est quoi cette célébration? Quartararo l'a fait. Il y a longtemps. Inspire-toi plus de Rossi. Oui, c'est vrai. Fais des trucs vraiment rigolos, tu vois, plutôt que te lever, arracher ta visière, casser des bulles. Enfin,
Ouais, mais c'est sûr. Moi perso, je trouve que je comprends tout à fait que oui, bien sûr. Un team comme ça officiel qui est censé représenter quand même, voilà, c'est pas les charros du coin. C'est un mec comme ça qui te représente. Enfin, surtout avec l'ambition qu'ils ont. Ouais. Bah oui. Ouais, moi je Marquez, Taken, 8 fois champion du monde. Je pense aussi, pour moi, c'est que Ducati prend le pari de garder Bagnaia sur ces 3, 4, 5 prochaines années. Ouais. Martin, Bagnaia ont le même âge. En prenant Martin, peut-être que si ça se passe mal pour Bagnaia, enfin voilà, que là au moins ils ont confiance en Bagnaia, qui fait quand même le taf depuis 2 ans et demi, 3 ans. Il a, en ce début de saison, malgré tout, il montre qu'il est tout le temps là. Alors oui, il est un peu en retrait, il a fait des erreurs, ok, mais par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre, parce que avec l'arrivée de Marquez, Bastianini qui revient à 100%, voilà, Bagnaia là, ça fait 2 ans, on dit oui, mais il a de la chance, c'est parce que voilà, on trouve toujours des excuses pour dire que Bagnaia ne mérite pas, alors qu'en fait Bagnaia est un super pilote. Et en fait, Ducati a pris le pari de garder Bagnaia, faire ce que Honda a fait avec Marquez pendant des années, ce que Yamaha a fait avec Rossi pendant des années. Et voilà, c'est leur pilote numéro 1. Et je pense que c'est aussi compréhensible de la part de Ducati. C'est clair. Après, je te rejoins à moitié parce que tu vois que dès lors que Martin a vraiment apprivoisé la Ducati, il est meilleur que Bagnaia. Marquez, avec sa vieille moto, à la régulière, il peut pas l'attaquer, on est d'accord. Mais tu vois que il lui manque pas grand chose quand même. Donc une fois qu'ils auront les mêmes bécanes, mais moi je suis sûr que Bagnaia il soit autant dans la performance. Non, mais moi je pense vraiment que Marquez sera devant Bagnaia, mais Marquez c'est peut-être pour 2 ans, 3 ans, et après Bagnaia sera quand même toujours présent, pas très loin. Et voilà, après pour moi c'est vraiment sur ils veulent garder Bagnaia pendant très longtemps. Même si on lui donne des contrats de 2-3 ans, parce qu'après on a vu avec Honda et Marquez, on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Mais oui, après là en fait c'est la solution un peu de facilité pour Ducati. On continue avec Bagnaia, on sait que ça va bien fonctionner. Marquez a pas l'air d'être non plus trop compliqué à gérer. Non, je pense. On le voit avec son équipe, même auparavant avec Honda. Il est quand même souvent en train de rigoler, de sourire. Enfin, il a l'air d'être sympathique. Et avec Martin, tu mettais un peu, ça risquait de faire un Lorenzo Rossi chez Yamaha. Ouais. Après, faire attention parce que tu sais que Bagnaia il est quand même pas très fin. Je vais pas dire le mot, mais pas faible, mais il peut vite perdre pied. Et si tu mets un Marquez qui performe vraiment et que Bagnaia se retrouve vraiment numéro 2, peut-être que pour sa confiance, ça peut peut-être aussi peser sur son pilotage et ses performances et ses résultats et voilà. Enfin là, on n'est pas Nostradamus. Hein. Non. C'est... On va attendre de voir. Mais il faut tenir compte de faudrait déjà que Marc Marquez soit confirmé chez Ducati officiel, ce qui n'est pas le cas. Je vous rappelle. C'est voilà. Un petit mot sur Acosta quand même, hein, qui lui a prolongé du coup, je le rappelle, son aventure avec KTM dans l'équipe usine, ce qui va lui mettre la pression, hein, quand même, parce que certes il fait un début de saison assez, je vais le dire plein de fois ce terme, assez incroyable aussi, mais ça peut vite basculer d'un côté comme de l'autre, hein, avec les rookies. Donc moi j'ai le sentiment que ça peut être à double tranchant cette histoire. Ouais. Il est programmé pour aller chez KTM, donc tu vois, lui il tardait peut-être plus d'aller chez KTM que chez GasGas, donc je sais pas s'il va être perturbé. Ouais. Oui, puis après honnêtement, est-ce qu'il fera moins bien que Jack Miller? non mais c'est pas voilà, honnêtement il devrait on a attendu 18 minutes avant le premier scud contre Jack Miller, c'est bien. Voilà. Non mais même si je n'ai rien contre Miller et moi honnêtement je pense que Miller va aller chez Tech 3, hein, parce que malgré tout il fait quand même, alors oui il a eu un début de saison un peu difficile, mais c'est un pilote quand même sur qui on peut compter. Voilà, donc mais oui, Acosta, enfin c'est tout à fait logique qu'Acosta aille chez KTM. Et puis KTM, c'est vrai que ça fait quand même pas, enfin c'est pas normal que GasGas finisse devant KTM. Pour eux, pour leur ego, bon, voilà, on peut comprendre, on peut les comprendre. Un dernier mot, Stéphane, sur
sur Acosta, le mercato en général, et puis on va passer quand même aux courses, parce que... Ouais, non, comme je disais, dans Acosta, de toute façon, lui, il était programmé pour aller chez KTM, donc je pense que je ne sens pas perturbé. Je pense que quelqu'un, il va pas être trop perturbé, quoi, en tout cas. Et après, juste pour finir, sur Aleix, c'est bizarre qu'il parte sur HRC en tant que pilote d'essai, et qu'après, elle est pas gardée. Ouais. Tu vois, peut-être qu'ils auraient pu le garder, dire tiens, comme tu connais quand même la moto, pour la développer, c'est peut-être plus facile. Ouais, puis faire un peu comme ils font, comme KTM fait avec Paul, Spargaro. Tu lui donnes 3 wildcards dans la saison, comme aujourd'hui fait Aprilia avec Savadori. Parce que bon, c'est vrai quand même entre Aleix Espargaro et Savadori, le niveau, oui, il y en a quand même un qui est meilleur que l'autre, hein. Donc c'est vrai que, mais bon, après c'est peut-être aussi un défi que veut se mettre Aleix Espargaro. Un défi ou une question de thunes, hein. Aussi. Tout connement. Oui, aussi, oui. Peut-être il veut voir. Parce que le HRC, c'est quand même une grosse machine, hein. Par rapport à Aprilia qu'il a connu, comme on dit, hein, quand on est depuis nous 3 ans dans un poste, on a fait le tour du poste, peut-être que Aleix, il a fait le tour d'Aprilia aussi, hein. C'est vrai. Bref. Peut-être qu'il va voir ce que ça fait de on se va faire passer à la moto I. Ah oui. Ça, on lui souhaite pas, quand même. Et je trouve que il y a une petite amélioration, quand même, sur ces 2-3 derniers GP, hein, sur la Honda. Elle fait quand même moins catapulte que la saison dernière. Pas pour Mir, en tout cas. Ouais. Non, mais alors, Mir, il se catapulte sur tout. Tu lui files un Solex, il se catapulte. Oh, pardon. Passons à la Moto E, si vous le voulez bien. Thibaut, du coup, c'est toi qui as eu le grand honneur de la grande gentillesse, surtout, de te coller au Moto E. Ouais, donc dans les qualifs en Q1, donc Andrea Mantovani et Lukas Tulovic passent pour la phase de qualif suivante. Ensuite en Q2, donc la pole réalisée par Alessandro Zaccone, donc pilote Tech 3, devant Lukas Tulovic et Hector Garço. Au niveau des leaders du championnat, donc on a Mattia Casadei 4e, Kevin Zanoni qui est leader du championnat avant cette manche, Mugello qui partira 5e, et Nicolas Spinelli qui est 7e. En revanche, Oscar Gutiérrez qui avait fait un super week-end du côté de la Catalogne est seulement 14e. Au niveau des courses, donc lors de la première course, nous avons rapidement une grosse chute pour Lukas Tulovic qui amène un drapeau rouge. Le pilote allemand reste inconscient au sol, donc logiquement la course est interrompue. Heureusement, plus de peur que de mal pour Tulovic. Il n'a qu'une commotion cérébrale, on va dire, mais au vu de la chute, il s'en sort pas trop mal. Il a aussi une petite fracture au métacarpe de la main gauche, mais il est sorti de l'hôpital avec le sourire d'après les photos que l'on a vues, donc tant mieux. Donc avec ce drapeau rouge, en fait, le programme est complètement chamboulé parce que suite à la course Moto I, normalement on a les qualifications Moto 3, Moto 2 et la course sprint MotoGP. Donc on retarde la course Moto I en fin d'après-midi. Et on commence donc en fin d'après-midi par la première course Moto I sera finalement la course numéro 2. Voilà, je sais pas si vous comprenez, si vous arrivez à suivre. Hein. Voilà, donc là le meilleur départ, c'est pour le pilote Aspar Kevin Zanoni, donc devant Mattia Casadei et Alessandro Zaccone. Ensuite, Granado, Spinelli, Garço arrive à suivre et on a rapidement un groupe de 6 pilotes qui font un petit écart. Derrière, Chas Davis, comme souvent, le chouchou de Pierre est très loin. On en a déjà parlé les dernières fois, mais c'est vrai qu'il a vraiment du mal. Voilà, la course donc ne fait que 7 tours, donc tous les pilotes sont quand même assez proches. Et c'est vrai que depuis le début de saison, on a des belles courses en Moto E, ce qu'on n'avait pas trop le cas il y a quelques saisons. Et après le deuxième tour, on a quand même les 10 premiers pilotes qui se tiennent en 1 seconde 7, avec Casadei, Zanoni et Spinelli qui mènent la troupe. Ils arrivent à se détacher un petit peu. Malheureusement pour Spinelli, il fait une petite erreur au 3e tour. Et en changeant d'angle dans la chicane dans le premier secteur, et donc il recule en 5e position et il laisse Zanoni Casadei prendre le large. À noter donc dans ce groupe un peu de 7-8 pilotes, on a Massimo Roccoli qui est un pilote qui a 40 ans, qu'on a vu pendant une quinzaine d'années en championnat du monde Supersport. Il a rarement fait grand chose dans le championnat du monde, mais bon, c'est un pilote qu'on voyait souvent. Il a remporté 6 fois le championnat italien Supersport, et là, il est rookie en Moto E cette année, et il joue le podium sur ce circuit qu'il connaît comme sa poche. Un pilote italien de 40 ans
qui fait le championnat Super Sport, le Mugello, bon, il va, connaît, quoi. Voilà, de l'hiver, l'automne, à Noël, il doit passer le 25 décembre dessus. Hein, donc sur la deuxième partie de la course, on a Casadei, donc à l'entrée du dernier tour, qui tente une attaque au virage 1 sur Zanoni. Malheureusement, il n'arrive pas à tourner, et donc c'est Zanoni qui reprend la tête. Pour ceux qui ont vu ensuite la course MotoGP, qui n'ont pas vu le Moto E, Casadei, il tente de faire une Bastianini, on va dire, dans le dernier virage sur Jorge Martin. Malheureusement, ça fait pas du tout la même chose. Il n'arrive pas à passer. Donc, Zanoni s'impose devant Casadei et Eric Granado pour la 3e place. Et Granado termine seulement 11 millième devant Massimo Roccoli. Donc on se retrouve avec une photo finish en Moto E pour la 3e place sur le podium. Et on a même le 5e et les 6e qui terminent en fait à 3/10 de Granado, la 3e place. Donc c'est vraiment une course très serrée pour la 3e place. Ouais. Pour la 2e course, donc on a Zaccone qui prend le meilleur départ, et qui conclut le premier tour devant Hector Garzo, Mattia Casadei et Eric Granado. Rapidement, les 4 hommes se détachent, puisque Andrea Mantovani lui conclut le premier tour avec déjà plus d'1 seconde et demie de retard sur ce quatuor. Les 4 pilotes ont continué sur leur lancée, alors que Kevin Zanoni, lui, de son côté, essaye de revenir petit à petit sur ce groupe, mais il reste toujours à 1 seconde et demie du leader. Zaccone donc mène toujours la course devant Casadei, mais Casadei, donc qui est le champion du monde en titre, hein, il ne s'affole pas, il observe son compatriote, et dans le dernier tour, Casadei prend le meilleur sur Zaccone, et il s'impose devant Zaccone, Garzo 3e, Zanoni 4e et Granado 5e. Et au classement du championnat, donc Mattia Casadei est leader avec 132 points d'avance, c'est 6 points d'avance sur Kevin Zanoni qui en a 126. Et Oscar Gutiérrez est 3e, Nicolas Spinelli 4e, et Hector Garzo, suite à cette bonne performance, remonte en 5e position. Merci beaucoup. Alors effectivement, là on voit que clairement qu'on a Casadei, comme tu le disais, le champion du monde en titre, et Zanoni qui commence un petit peu à se détacher du reste du paddock en Moto E. En tout cas, comme d'habitude, hein, on a l'impression que les pilotes ils s'amusent bien, hein, sur cette catégorie. Moi je trouve ça toujours sympa à voir et à regarder. C'est pas très long en plus, mais c'est toujours assez intéressant. C'est pas très... je trouve qu'il manque un peu de communication sur ces courses, hein. Il pourrait faire un peu plus d'efforts. C'est dommage. C'est dommage parce qu'en vrai, moi, je trouve les courses vraiment rigolotes à regarder. Encore une fois, c'est assez court, mais oui, c'est différent. T'as pas le bruit des moteurs. On va le répéter à chaque épisode, hein, quand on parle de Moto E, hein, mais il y a pas de moteur, mais il y a d'autres sons, il y a d'autres bruits, et puis des pilotes qui se tirent la bourre sur un circuit, c'est toujours rigolo, même des pocket bikes, hein, je le regarderai. Donc donc voilà. Je pense que Stéphane, il a rien à dire sur le Moto E comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Merci Stéphane pour. Mais je vous ai écouté avec attention. C'est déjà ça, merci. C'est bien de ne pas nous empêcher de suivre notre passion comme on le souhaite. Thibaut, tu voulais ajouter quelque chose sur la Moto E ? Ouais, alors moi, vraiment, depuis l'année dernière, on a vraiment des très belles courses, et surtout, on a, comme voilà, je disais dans le résumé, on a quand même de belles bastons et pas mal de pilotes qui arrivent un peu à se battre pour les podiums, pour les victoires. Ouais. Alors que c'est vrai qu'auparavant, on avait un peu toujours les mêmes pilotes qui se battaient devant, et on avait quand même des gros écarts. Donc, est-ce que maintenant, avec les Ducati, ces Ducati-là, est-ce que peut-être le niveau s'est resserré, enfin, les motos sont peut-être plus faciles à piloter, je sais pas trop, mais en tout cas, ouais, les courses sont plus intéressantes pour un spectateur neutre, comme on peut l'être. Exactement, à condition de ne pas être anti-électrique de base, quoi. Oui, c'est sûr. Toujours un peu le problème. Merci beaucoup. On va passer à la Moto 3, et c'est toujours toi, Thibaut. Ouais. Merci beaucoup de t'être collé au compte rendu, et parce que oui, j'ai une circonstance atténuante, hein, j'ai un little boy qui qui m'a pas permis de voir toutes les courses ce week-end, ou alors en pointillé. Donc voilà, merci à toi Thibaut. Ouais, vas-y, je te laisse la parole. En Q1, donc les 4 pilotes qui passent pour la Q2 sont Scott Ogden, David Munoz, Joel Kelso, Filippo Farioli. Une petite surprise avec Joel Esteban, André Piqueras qui n'arrivent pas à faire mieux que 5e et 6e, donc qui partiront 19e et 20e, alors que les deux rookies font un bon début de saison en étant régulièrement dans le top 10. En Q2, la pole est réalisée, bien entendu, j'ai envie de dire, par David Alonso,
Il confirme qu'il est vraiment l'homme fort de ce championnat. Alonso, il a quand même réalisé les meilleurs chronos de chaque séance. Comme souvent pendant les essais, il travaille seul. Il n'a pas besoin de suivre les autres pour réaliser les meilleurs chronos. Et donc c'est encore plus impressionnant sur un circuit comme le Mugello, quand on connaît l'importance de l'aspiration avec cette très longue ligne droite. Mais Alonso semble vraiment au-dessus du lot. Ensuite, on a Ivan Ortola deuxième sous la grille et José Antonio Rueda troisième. Donc Rueda qui est toujours rapide en qualif, mais qui malheureusement n'arrive pas à conclure en course, avec différentes circonstances suivant les courses. Et pour la deuxième ligne, on a Weiger et Holgado qui sont quatrième et cinquième. Donc bon, les 5 hommes forts du championnat partent sur les 2 premières lignes. Pas de grosses surprises. Donc pour la course, une course un peu spéciale en Moto 3, parce que très rapidement, après 3 tours, on a un drapeau rouge suite à la chute de Xabi Surutousa. Le jeune pilote Red Bull Ajo, il chute en sortie du virage Arrabiata et il est percuté par Filippo Farioli alors qu'il est au sol. Alors on va pas se cacher, on a quand même eu très très peur pour Surutousa, surtout qu'on se rappelle il y a tout juste 3 ans Jason Dupasquier, le triste accident de Jason Dupasquier qui était à cet endroit du circuit. Heureusement Surutousa il n'est blessé qu'au dos, il sera transporté à l'hôpital mais sortira le soir sur ses 2 jambes avec seulement un bras en écharpe. Donc vraiment une bonne nouvelle parce que ça aurait pu être très très grave. Petit miracle, ces airbags. Ouais. Et donc, suite à ce drapeau rouge, donc la course elle est réduite à 11 tours au lieu de 17 tours. Le meilleur départ, il est effectué par David Alonso devant Ivan Ortola. Mais dès le premier virage, accrochage avec Daniel Holgado, il freine un peu tard, il touche Rueda Nepa et les 2 pilotes chutent. Holgado, lui, reste sur ses roues, mais il va être sanctionné d'un double long lap penalty, très sévère. On pourra en reparler un peu après. Ensuite, pour la course, un petit groupe s'échappe rapidement avec Alonso, Ortola, Weiger, Furusato, Munoz, Yamanaka. Comme souvent Mugello, on sait que la décision, ça a une grande chance de se faire dans le dernier tour, et sur la ligne d'arrivée, que ça va jouer à pas grand chose, à quelques dixièmes. Et c'est un peu surprenant malgré tout, parce que David Alonso avait été vraiment le plus rapide tout au long du week-end, mais il n'arrive pas à s'échapper. Alors, il mène toujours tous les tours, quasiment, 9 tours sur les 11 de la course, mais il n'arrive pas à s'échapper. À chaque fois, il a seulement 1 ou 2 dixièmes d'avance sur ses concurrents. Et seul Colin Weiger arrive à mener la course pendant 2 tours. Ensuite, derrière ce groupe, on a Joel Kelso, Luca Lunetta, Adrian Fernandez, Ricardo Rossi, Matteo Bertellier, Andrel Piqueras et Jacob Roulson qui se battent pour la 7e place. Donc là, c'est un gros groupe, mais c'est un peu ce qu'on a l'habitude de voir au Mugello, où en temps normal, on a à peu près une quinzaine de pilotes qui se battent pour la victoire. Voilà, et donc à 2 tours de l'arrivée, un petit écart créé par David Alonso, parce qu'il entame le dernier tour avec 4 dixièmes d'avance sur Weiger, alors qu'Ortola, Yamanaka, Furusato, ils sont un peu plus loin avec 1 seconde de retard. Ortola commet une grosse boulette dans le dernier secteur parce qu'il chute en voulant suivre Weiger alors qu'il était 3e. Donc on se retrouve avec une victoire de David Alonso devant Colin Weiger et Ryuya Yamanaka. Yamanaka qui monte sur son premier podium en carrière après 82 départs. Tayo Furusato est un bon 4e devant David Munoz, et Ivan Ortola, malgré sa chute, termine 6e. Donc au final, il perd qu'une dizaine de secondes alors qu'il a chuté. Donc heureusement, il s'est très vite relevé et ça va. Il ne perd pas de trop gros points au championnat, même si bien entendu c'est dommage pour lui. Et ensuite, on a Luca Lunetta 7e, Adrian Fernandez 8e, Roulstone 9e, Bertellier qui termine 10e. Au championnat du monde, donc David Alonso creuse un écart sur Holgado, qui termine seulement 14e après son double long lap. Alonso qui a maintenant 37 points d'avance sur Holgado, 48 points d'avance sur Colin Weiger, 63 sur Ivan Ortola, et ensuite on a plus de 80 points pour Munoz, Yamanaka et Kelso. Donc on le dit à toutes les courses, mais David Alonso il est au-dessus. 5 victoires en cette course, on n'a pas besoin de dire plus. Voilà. Ouais, il y a qu'en Espagne où il est un peu. Voilà, où il a chuté. Mais il a chuté, mais il termine quand même, il termine 11e. Ouais, donc, et puis il prend 5 points, quoi. Voilà, ouais. Après une chute, c'est pas déconnant. Effectivement. Après, ce qu'il faut dire, c'est que, pour le rejoin, ils avaient tellement imprimé un rythme d'enfer, les 5-6 premiers, qu'ils étaient des années-lumière du troupeau, donc, c'est pour ça qu'il perd très peu de points, ouais. Comment il s'appelle Ortola. Ouais.
Donc oui, là, David Alonso, bon bah, est-ce qu'on peut déjà dire un futur champion quand on a 5 victoires après cette course? Le record, alors je ne sais plus le nombre de points que c'était Joan Mir qui a fait ça en 2017 quand il est champion du monde Moto 3. Mais en tout cas, il part sous les mêmes bases et c'est quand même assez impressionnant. L'année dernière, on avait déjà vu que sur la deuxième partie de saison, il était super fort et là vraiment un chapeau à lui. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ah bah si, y a pas grand chose à dire. Hein. Troisième victoire consécutive, c'est limite chiant, quoi. Ouais. Non, puis il y a Colgado qu'on voyait être champion cette année, mais il est en fait sur le même train que la dernière, c'est qu'il fait, on arrive presque à la mi-saison et il commence un peu à se désunir, un peu comme ce qu'on a vu l'année dernière. Donc, ouais, il fait des erreurs en fait, il fait des. Ouais. Et là, bah notamment cette pénalité. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'elle est très très dure. On a un Hervé Poncharal qui était fou de rage sur cette pénalité. Enfin, pour moi, c'est un fait de course. C'est le premier virage du premier tour d'une course Moto 3. On a des accrochages. Alors oui, Olgado freine un peu tard, mais bon, c'est vraiment pas. C'est pas une attaque suicide, c'est pas n'importe quoi. On a vu bien pire. Ouais. Voilà, on a vu largement pire et là, un double long glace, c'est très dur. Hein. Enfin, je veux dire, il percute personne, c'est lui qui se fait percuter par l'arrière. Oui, c'est ça, et donc et après la direction de course, comme depuis quelques GP, on a quand même pas mal de polémiques en quelque sorte. Alors surtout en MotoGP avec les pilotes depuis quelques GP, t'es gentil, moi je dirais depuis quelques années. Hein. Ouais, mais là vraiment depuis quelques GP, c'est de pire en pire parce que j'ai l'impression que les pilotes vraiment, même les gros pilotes MotoGP disent vraiment ce qu'ils pensent. Et là, on a eu quand même un Zarco. On avait eu Zarco qui avait été quand même très très dur après le Portugal. Là, à Montmelo, on a eu Bastianini qui se prend une pénalité qui ne veut pas la faire parce qu'il n'est pas d'accord. Il préfère se prendre 18 secondes de pénalité. Là, on a Hervé Poncharal qui est quand même le patron de l'IRTA, qui est fou, qui fait comprendre que cette pénalité est complètement injuste. Là en fait on a maintenant des gros noms, on va dire, qui se plaignent. On a même un Quartararo, là on a Bagnaia aussi qui parle de clown, d'une pénalité de clown. C'est par rapport à ces trois places. Pareil. Quand c'est contre toi la pénalité, tu vas pas dire c'est super, ça me paraît. Ouais, mais là j'ai vraiment l'impression que tous les pilotes se mettent un peu contre Freddy Spencer et toute la direction de course. Le problème, on l'a déjà dit ici, mais le problème c'est qu'on n'a pas de règles claires. Si on avait des règles claires, on pourrait appliquer clairement le règlement, il y aura même pas de contestation, et une fois que t'acceptes de courir, t'acceptes le règlement qui va avec. Là, on a l'impression que c'est toujours au doigt mouillé. Et c'est problème majeur qui est soulevé à chaque fois. On dit que c'est injuste parce que Poncharal dit que c'est injuste parce que on n'avait jamais vu une telle sanction pour un tel fait de course. Et on se dit mais du coup c'est quoi les critères? Parce que s'il y avait des critères précis en disant l'intention du pilote on s'en fout, juste il freine tard et se gourre, c'est pénalité, là au moins ce serait clair et voilà, mais c'est comme je viens de le dire, on a l'impression que c'est un peu au doigt mouillé et que c'est en fonction de l'humeur de ce que machin a bouffé la veille, ou tu vois. Donc c'est un peu le puis surtout défaut de ces... Moi je trouve il y a certaines pénalités qui sont très dures. Enfin là celle d'Olgado par exemple, oui c'est un fait de course. Comme Bastianini notamment, c'était au Grand Prix de France ou au chemin au Beul avec Aleix Espargaro. Ouais, il sort un peu, il coupe un peu la chicane, mais oui, mais il tente une attaque. À quoi ça sert de mettre en fait des longues laps penalty à chaque fois qu'un pilote se rate un petit peu? Oui, alors oui, il a coupé une chicane, mais il gagne pas de temps. Derrière, il perd du temps. Mais maintenant, en fait, on les pénalise à chaque fois, et c'est vrai que. Mais c'est la règle. Voilà, c'est ça en fait. C'est une chicane, c'est la règle. Mais en fait. On dit il y a pas de règles, alors qu'il y a des règles en fait et qu'on les applique, les gens ils sont pas contents non plus. Mais en fait après on comprend il y a les la pilotes. Question de l'intention. Voilà. La Bastia, il a pas coupé en mode allez je loupe tout le monde, je m'en fous quoi. Il a tenté un truc, il a freiné trop tard, il a coupé. Oui, mais dans ces cas-là, il fallait qu'il freine plus tôt, parce que sinon, s'il a freiné trop tard, c'est parce qu'il a attaqué. Enfin, dans ces cas-là, on remet en cause la règle. La règle, si elle est comme ça. En fait, quel que soit. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais le truc là, par exemple sur Bastianini, en fait, on va empêcher bientôt les pilotes pas de doubler, mais vraiment ils vont prendre moins de risques en ayant peur de se faire pénaliser. Et c'est ça en fait que je trouve un peu dommage quand même. Mais la règle, je la trouve con. Hein. Très franc. Si tu te coupes dans une chicane, si tu rentres ta position,
Voilà, c'est comme en Formule 1. C'est, tu te loupes, tu rends ta place, y a pas de problème. Pourquoi il faut pas pareil en moto? Ouais, c'est, non, mais c'est voilà. Sûr, après, c'est un peu, enfin, c'est compliqué après, mais c'est vrai, ils vont tenter comme ça des freinages de plus en plus gros au chemin au bœuf, ça va être rigolo à regarder. Allez-y, vous pouvez couper, mais rendez les places. Alors, les mecs, ils vont freiner 10 mètres plus tard à chaque fois. Après, moi, là, c'est vrai que j'ai surtout l'impression, quand même, enfin, que Spencer, là, tout le monde aujourd'hui est contre lui. Et tu parlais de la Formule 1. J'ai peur que ça devienne un peu comme en 2021, là, avec Michael Masi, où en fait, toutes les courses, on avait une polémique. Et en fait, aujourd'hui, ça va un peu mieux, parce que, le pauvre s'est fait virer. Mais ça a remis un peu du calme pour tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que Spencer, quoi qu'il fasse, ça sera de sa faute. Et même lorsque certaines pénalités sont justifiées, les pilotes vont se plaindre et dire voilà que ce sont des personnes qui n'ont jamais piloté, qui ne connaissent rien, qui donnent des décisions, alors que bon, Spencer a quand même il sait ce que c'est une moto. Ouais. Voilà, et puis il a même sûrement fait largement pire que les pénalités qu'il donne. Mais bon, c'est notre époque. Mais ça, c'est ça de vieillir. T'as fait 10 fois pire quand t'étais jeune, et puis une fois que t'as 60 piges, je dis 60 piges, oui, il a 62 ans, Freddy Spencer, tu te dis, c'est qui tous ces petits cons, ils font vraiment n'importe quoi, et oui, voilà, c'est la loi de prendre de l'âge, exact, et voilà. Et il vote à droite, sûrement, Spencer. Non, pardon pour cette vanne. Je crois qu'on a fait le tour du Moto 3, on va passer au Moto 2. Allez. Vas-y, Stéphane. Fais-toi plaisir. Pour le Moto 2, c'est parti. Parce que si on passe pas vite, cet épisode va durer 8 heures, hein, donc j'essaie d'enchaîner. Mais tu as raison. Alors, dans les infos du week-end, Mattia Pasini est wildcard sur une... alors, désolé pour Pierre, hein, je vais écorcher le nom. Bocciocchuro. Oui, un truc comme ça. Ouais. Un truc comme ça, comme en Catalogne. Et Daniel Munoz va remplacer Bernd Schneider pour la 3e course consécutive. Alors, en Q1 vont être pêchés Alcoba, Binder et Ramirez. Et en Q2, c'est la pole pour Robert devant Sergio Garcia et Alonso Lopez. Pour la course, alors le meilleur départ est à mettre à l'actif de Robert. Il est suivi par Lopez, Binder, Gonzalez, Canet, Garcia et Ogura. Ces 7 pilotes vont rapidement prendre au large. Et dès le 4e tour, Robert se fait dépasser par Lopez. Derrière, Fermin Aldeguer part à la faute alors qu'il pointait hors du top 10. Binder, quant à lui, va chuter au 6e tour. Le groupe, qui est maintenant composé de 6 pilotes, va nous offrir un spectacle digne d'une Moto 3. Puisque tout le monde va s'attaquer durant pas mal de tours, donc ce qui fait un peu le spectacle. Mais à 2 tours de l'arrivée, Robert va reprendre les rênes de la course et va emmener avec lui Gonzalez. Ces deux-là vont compter quasiment jusqu'à 1 seconde d'avance sur le groupe de poursuivants. Et malgré les attaques incessantes de Gonzalez, le pilote ne réussira jamais à doubler Robert, qui va s'imposer. Donc devant le pilote espagnol qui finit à une belle 2e place. Et c'est finalement Lopez qui va prendre les points de la 3e place. Au championnat du monde, donc Sergio Garcia est leader avec 122 points, suivi de Joe Roberts qui compte 115 points. Et après il y a un gap qui se forme avec Ayogura qui est 3e avec 99 points. Alonso Lopez est 4e avec 79 points et Manuel Gonzalez 5e avec 66 points. Et Aldeguer 6e avec 63 points. Le futur pilote Ducati. Oui, on va pas faire les 22. Hein. On va pas faire les 22. Je vais m'arrêter à Aldeguer. Merci beaucoup Stéphane. Belle course de Joe Roberts qui, je trouve, sur ses quelques derniers GP, montre des choses très intéressantes. Ah bah depuis le début de saison. C'est tout pour moi, c'est la fin de cette émission. Non, mais depuis le début de saison, Joe Roberts, c'est un autre pilote là. Il a fait plusieurs podiums, il gagne. Enfin, après voilà, c'est vrai qu'on était habitué avec lui de le voir de temps en temps dans le top 4, top 5 et plus souvent vers la 10-15e place. Et c'est vrai que là, bon, en fait, il est en pleine confiance, hein, donc tant mieux pour lui. Exactement. Par contre, Fermin Aldeguer, lui, c'est l'inverse. Autant c'est vrai qu'il y a encore une course où après Le Mans, je me disais bon, c'est vraiment le favori pour le championnat. Autant là, entre la chute en Catalogne et à nouveau cette chute
en Italie, maintenant il a 60 points de retard sur Sergio Garcia, donc et un Garcia aujourd'hui arrive toujours à être plus ou moins dans le top 5. Donc non, ça va pas être facile pour Aldeguer. Mais au moins on a un championnat aussi qui est super intéressant cette saison. On a même un Gonzalez qu'on avait rarement vu devant, enfin qui joue les victoires, Garcia, Roberts, enfin c'est un nouveau, enfin de nouveaux pilotes qu'on voit devant, donc c'est cool. Je peux pas m'empêcher de dire un mot de Denis Onjou. Parce que si j'en parle pas, personne ne va en parler. Donc forcément, je suis obligé d'en parler. Tu m'as dit de pas aller plus loin que le 6e, alors... C'est moche. Voilà. Il est même pas dans les 22 premiers au championnat. Il aurait fallu en dire 2-3. Ouais, il aurait fallu en dire quelques-uns. Mais Denis Onjou, mon chouchou, donc, est 23e au championnat. Et il a fini 13e sur la dernière course. Donc voilà, il régresse pas. De toute façon, il pouvait pas faire pire que tout début de saison. Ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, je sais pas quoi dire d'autre. En fait, les quatre rookies qu'on attendait, Morera, Honshu, Masia, Sasaki, à E4, c'est catastrophique, quoi. C'est pas simple, hein. Ils ont 16 points à E4 après 7 Grands Prix, donc Ouais. Alors c'est quoi? C'est le niveau du Moto 3 qui était faible, le Moto 2 qui est la marque est trop importante? Non, je pense que c'est un peu de catégorie, ouais, c'est un peu un tout, on va dire. Cette année peut-être aussi avec les pneus qui ont changé. On a quand même pas mal de pilotes qui sont un peu plus expérimentés maintenant dans les 15 premiers qui sont là quand même depuis 2, 3 voire plus plusieurs saisons. Oui, après bon, un Sasaki lui c'est vraiment catastrophique, il arrive pas à terminer une seule course. Et après c'est vrai que des Masia, Honshu, Morera, bon ouais, c'est quand même plus loin, mais surtout aujourd'hui c'est pas rare de se retrouver avec 17 pilotes dans la même seconde sur un tour qualif, donc c'est un peu comme le MotoGP, hein. Un Augusto Fernandez n'est pas si mauvais que ça, mais bon, t'as une seconde 5, bah t'es quasiment dernier. Bon. Ouais, c'est le niveau est quand même velu en Moto 2, et il y a autre chose concernant Onjou et même tous les rookies de Moto 2 qui est peut-être nouveau pour eux, c'est de risquer un patinage. Enfin, c'est con, hein, mais peut-être qu'en Moto 3, vu la peu de puissance qu'il y a, il risque peut-être moins de Enfin voilà, ça doit être vraiment un pilotage tout à fait différent aussi. Et alors, le poids de la moto évidemment pas le même. Comme je le disais à l'instant, la puissance non plus, et donc les risques de patinage non plus. Ouais, bah c'est pas la même catégorie, ouais, donc c'est pas le même pilotage, quoi. Ce sont des pilotes, alors peut-être un peu moins Morera, parce qu'on l'a moins vu, mais que ça soit Sasaki, Honshu, Masia, qui ont eu pas mal de saisons en Moto 3, qui avaient l'habitude en fait d'être dans des groupes de 10 pilotes pour se battre. Et en fait là le Moto 2 c'est quand même plus un peu tout seul. Les courses font un peu plus tout seul, enfin et c'est peut-être là où un David Alonso pourrait être très bon l'an prochain en Moto 2, c'est que lui il a l'habitude déjà de travailler tout seul, de faire ses courses un peu seul, ses essais seul. Non mais c'est tout bête que les autres en fait les courses Moto 3 qu'on avait l'habitude de voir, ça jouait tout dans le dernier tour, ça ralentissait, enfin c'était un peu n'importe quoi des fois, et c'est peut-être le principal problème pour ces pilotes là qui avaient l'habitude, on va dire, de se battre plusieurs pilotes, voilà, et tout jouer sur le dernier tour. Ouais, c'est clair. Un autre commentaire, mon cher Stéphane, sur cette course Moto 2 et plus généralement sur la catégorie Moto 2. Est-ce que t'as un pilote préféré en Moto 2? Je regarde pas trop, donc ah bah bravo. Je suis pas très fan de cette catégorie non plus, comme le Moto. Mais est-ce que t'aimes la moto? Rassure-moi. Mais j'ai vu la course. Non, après blague à part, je vais être très franc, ça fait longtemps que j'ai pas eu de course de Moto 2. Et cette course m'a un peu réconcilié avec la catégorie, parce que je trouvais que c'était pas la pire. Elle était super sympa, et c'était vraiment la plus belle course du week-end. Ouais. Mais cette année, c'est vrai qu'on a des courses bien plus sympas que ce soit Moto 2 ou Moto I, en fait, là où d'habitude, bon, c'était pas super. Cette année, on s'amuse bien. C'est clair. Non, je trouvais qu'il y avait de la bagarre, enfin, tu vois, jusqu'au dernier tour, tu savais pas qui allait remporter la course, donc je trouvais que c'était intéressant. Puis le Mugello, c'est quand même un beau circuit, on va pas se mentir. Voilà, je reprends les expressions de Feli, merde. Non, c'est vrai que c'est... Même si tu veux pas regarder la course, tu regardes le paysage et puis c'est beau, quoi. C'est ça. Allez, je te laisse. Du coup, on passe à la MotoGP. Tu y vas, Stéphane? C'est parti. À noter donc Paul Espargaro. Et oui,
était là en wildcard. Pour le plus grand bonheur de Johann Zarco. Alors en Q1, peut-être c'est à cause de lui que Johann Zarco a chuté, on sait pas. Ouais. Ou qui finit 17ème. En Q1, c'est Morbidelli et Raúl Fernandez qui sont repêchés. Fabio, lui, s'élancera, on se qualifie 17ème de la Q1 et Zarco 18ème. En Q2, donc Paul pour Martin devant Bagnaia et Viñales, mais à noter que Bagnaia va prendre 3 places de pénalité, mais uniquement pour la course du dimanche, car il a gêné Alex Marquez lors des qualifications, et la deuxième ligne est au crédit de Marc Marquez, Bastianini et Morbidelli. Ouais. Voilà, une qualification de clown. La course sprint alors. Auteur d'un super départ, même plutôt qu'un bon départ, Francesco Bagnaia prend le lead dès le premier virage. Il est suivi par Bastianini, Martin, Binder, Marc Marquez et Pedro Acosta. La course de Fabio Quartararo va être stoppée au deuxième tour suite à un contact avec Oliveira, le Portugais étant responsable de l'accrochage. Devant, Bastianini se fait pousser dans le bac à gravier par Jorge Martin suite à un dépassement assez musclé du pilote espagnol. Martin va pointer désormais à la deuxième place et compte une demi-seconde de retard sur Bagnaia. Derrière, Acosta et Marquez vont se débarrasser facilement de Binder pour les points de la 3e et 4e place. Marquez, qui est chaud bouillant, va trouver l'ouverture sur Martin pour la 2e position, mais à quelques tours de l'arrivée, le pilote Pramac, qui va garder un petit peu sous la poignée, il faut le dire, va reprendre son bien à Marc Marquez. Et il va même réussir à dépasser Bagnaia. Seulement dans les tout derniers virages, Martin va partir à la faute, et Pecco n'en demandait pas tant pour remporter cette course sprint. Marquez va finir P2 et Acosta P3. Alors là, il faut savoir que Jorge Martin n'avait jamais manqué le top 3 d'une course sprint depuis la Catalogne 2023 où il finit 5ème et n'a jamais abandonné, j'ai du mal à parler, une seule sprint depuis la création de cette catégorie, début 2023, soit 25 courses consécutives. Effectivement. Ce qui est assez énorme. Ouais, c'est pas mal. Quand on dit qu'il chute souvent, au final, en tout cas pas en sprint. Ouais, c'est clair. Vous voulez qu'on passe à la course? Allez, vous vas-y. avez quelque chose à dire sur la sprint? Non, on fera en une fois. Ouais, tout à l'heure. Allez. Passons maintenant à la course du dimanche. Alors le shot est à mettre au crédit de Martin, mais dès le deuxième virage, le pilote Pramac se fait dépasser par Bagnaia qui prend d'entrée le large. Il pointe dès la fin du premier tour, un peu moins d'une demi-seconde de Martin, qui va entraîner dans sa roue Bastianini, Marc Marquez et Pedro Acosta. Au 7e tour, on est réveillé par la chute de Joan Mir et au 11e tour par la chute de Nakagami. Les positions des hommes de tête vont rester figées malgré la pression mise par Marc Marquez sur Bastia. Et il va falloir attendre le 18e tour pour que Marquez trouve l'ouverture sur le pilote Ducati officiel. Seulement, le pilote Iber va se refaire dépasser dans l'avant-dernier tour par Bastianini. Et on sent que le pilote Iber a retrouvé un peu d'allant, puisqu'il va combler l'écart de 8 dixièmes de seconde qu'il sépare de Martin, pour n'en faire qu'une bouchée. Bagnaia va s'imposer devant Bastianini, Martin va compléter le podium, Marquez finit 4ème, devant Acosta et Morbidelli, P6. Côté français, Fabio Quartararo finit 18ème et Zarco 19ème. La faute à Paul Espargaro, bien sûr. Au championnat du monde, donc Martin conserve son avance, puisqu'il est premier avec 171 points derrière Bagnaia, et le second compte un retard de 18 points, Marquez 3ème, compte un retard de 35 points, Bastianini 4ème, Acosta 5ème. Merci beaucoup. Voilà, donc deux courses je trouvais pas très palpitantes, où finalement les 4-5 premiers étaient les mêmes sur les deux courses, et c'est clairement, je trouve pas passer grand chose. Ouais, mais une fois n'est pas coutume, je suis allé regarder sur le site MotoGP les top speed, enfin les vitesses de pointe de tout le paddock,
Et alors, figurez-vous que c'est Brad Binder qui est en tête avec 364,8 km/h en vitesse de pointe en max au Mugello donc, et suivi juste derrière par Miller avec 363,6 et Fabio Quartararo à la troisième meilleure vitesse de pointe, à égalité avec pas mal d'autres pilotes, hein, parce qu'on a Morbidelli aussi, Mir et Digia, et Marc Marquez à 362,4 et Bagnaia qui a gagné la course et avant-dernier en vitesse de pointe et à 355,2. Voilà pour la petite stat que je trouvais rigolote sur cette course. À défaut de parler des faits de course. Non mais comme quoi c'est pas la vitesse de pointe qui fait le vainqueur de la course. Et y compris sur Mugello qui est quand même un circuit de vitesse pur quoi. Bagnaia il a une excuse en fait, il a aucune aspiration vu qu'il est premier. Ouais non, c'est vrai, il a aucune aspiration. Ouais. Mais même, enfin, c'est quand même dingo quoi. Sur sa meilleure vitesse de pointe, ouais, c'est 355,2 et dans son top 5, Binder, son moins bon, sa moins bonne vitesse de pointe du top 5, c'est 361,2 quoi. Donc il y a même 7 km/h de plus que Bagnaia. Voir les tests de passage en virage, c'est peut-être celle-là qui est plus importante. Ah oui, non mais clairement. Mais voilà, c'était parce qu'on avait eu le débat hein, sur la vitesse de pointe des Ducati, etc. Et là, clairement, c'est pas leur point fort, mais ils vont tellement vite en virage que ils s'en fichent, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, pendant que Yamaha se fait chier à essayer de gagner de la vitesse de pointe, ça sert à rien, c'est ballot. C'est bien, mais bon, si tu perds en virage, après... En fait, Ducati et Yamaha, ils ont échangé leur moto. À l'époque, Ducati, c'était les plus rapides en ligne droite, ils avaient du mal à tourner, et Yamaha, c'était l'inverse. Bon, maintenant... En tout cas, Pecco sur ce week-end, imparable quoi, enfin imbattable, intouchable, tout ce qu'on veut quoi. On va pas manquer de superlatifs pour qualifier son week-end. Non, je trouve qu'il a été très fort, vraiment. Il était très fort. Bastianini aussi, il a fait une très très belle deuxième course, une course longue du dimanche. Et par contre, moi j'ai trouvé Martin très en deçà. Alors peut-être que le fait qu'il était en deçà peut s'expliquer par la non-reconduction de son contrat qu'il avait peut-être dans un coin de la tête le samedi et le dimanche. Ouais. Et Marquez, je trouve qu'il a fait du Marquez, il s'est accroché avec son matériel. Je te trouve dur quand même pour Martin, parce que bon, alors oui, il chute dans la course sprint, mais bon, il était deuxième. Et en course principale, on a quand même une course qui est assez, alors, qui est pas la plus palpitante, parce qu'on n'a pas de dépassement, mais comme tous les les 4 pilotes là devant, ils se tiennent en 2 secondes pendant toute la course. Et ça, c'est complètement fou. Ouais, mais il a jamais pu. Oui, ça. Mais en fait, il est resté à 7-8 dixièmes de Bagnaia, mais ça veut dire que Bagnaia n'a fait aucune erreur, mais lui non plus. En fait, voilà, ils étaient vraiment un peu sur le même rythme. Et c'est quand même, enfin, c'est assez dingue. On se dit, les mecs, ils arrivent à enchaîner 20 tours, quasiment dans les mêmes dixièmes. Et c'est vrai que ça, comme c'est assez impressionnant quand on regarde un peu les chronos. Alors oui, c'est vrai que nous, on préfère peut-être quand ça se bat, enfin, quand ça se dépasse. Et là, ça n'a pas été le cas dans cette course, mais ouais, moi, c'est ça, en fait, que je retiens de cette course, c'est, on a l'impression que les mecs, ils sont tout le temps plus qu'à la limite, que ça tient, mais sur rien. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont du mal à se dépasser, parce que c'est tellement parfait, en fait, que ils n'arrivent pas à se dépasser. Et on a vu, notamment un Marquez qui double un Bastianini, mais en fait, quand il le double, il est obligé de faire un peu une sorte de bloc pass, on va dire, pour le faire sortir de la trajectoire, et ensuite pour le dépasser. Et par contre, ce qui a été assez fou, c'est les 2-3 derniers tours de Bastianini, où là, en fait, il avait... Enfin, c'est dingue. Puis le dernier dépassement sur Martin, là, dans le dernier virage, ouais, fallait le faire quand même. Mais après, j'ai bien aimé aussi, c'est la réaction de Martin quand il dit plus jamais je me ferai battre, j'ai compris, plus jamais je me ferai battre dans le dernier tour. Ce qu'on disait tout à l'heure sur ces déclarations, c'est marrant, c'est un peu à la Lorenzo, quoi. Merci beaucoup. Non, j'ai pas grand chose à ajouter sur ce que tu viens de dire, hein. Je suis en total accord avec ça. Est-ce que vous serez d'accord pour dire un mot d'Acosta? Parce que c'est quand même celui qu'on essaie de suivre depuis le début de la saison. Acosta, que tu n'as pas cité une seule fois dans ton compte rendu, mon cher Stéphane.
Bravo. C'est vrai. Mais parce qu'il était là, mais il s'est accroché, mais il a pas fait, il a pas joué aux avant-postes non plus, quoi. Non, mais c'est toujours le problème de cette réalisation aussi, hein, c'est que il se concentre principalement sur le début sur la tête de la course, c'est que ce qui se passe derrière, on est un peu moins au courant, sauf s'il y a une chute, quoi, globalement. Donc c'est ça. Ouais, mais là, Acosta, en fait, il était trop loin, on va dire, des meilleurs, mais il était quand même très bien placé au final. Il était, que ce soit en course sprint ou bon, il termine à 4 secondes. Mais non, c'est vrai que c'est un peu plus loin, on va dire, qu'un Bagnaia ou un Marquez qui sont un peu devant, mais au final, c'est le meilleur des 3 autres, on va dire, derrière Martin, Marquez, Bagnaia. Acosta aujourd'hui limite c'est le 4e pilote, bon avec Bastianini aussi, c'est le 4e, on doit le voir dans le top 5 maintenant, c'est plus surprenant. Et c'est ça quand même qui est assez fou malgré tout, hein, parce qu'aujourd'hui il est 5e et en fait tu te dis mais il est que 5e, tu t'attends tellement qu'il soit devant comme il faisait les autres courses, tu te dis mais en fait c'est énorme d'être 5e déjà avec mais c'est ça en fait sa première saison, mais pour la course, il termine à 7 secondes, on dit ouais bon d'accord c'est pas super, oui mais d'accord, mais il est devant 15 autres pilotes. Donc au final et les seuls qui terminent devant lui, c'est Marquez, Martin, Bagnaia qui sont quand même cette année là depuis quelques courses au-dessus, et un Bastianini aussi qui malgré tout est toujours régulier, toujours présent, mais aujourd'hui Acosta c'est le 4e ou 5e pilote de la catégorie, ce qui quand même est assez dingue. Sachant qu'en plus il a quand même une 4e, et quand on regarde ce qu'ont fait Miller et Binder, ça fait mal quand même pour les deux anciens. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire, parce que je suis en train de finaliser la fin en même temps. Honda, Yamaha. Ouais, Honda, Yamaha. Oui. Honda, c'est toujours la catastrophe. Honda, c'est toujours catastrophique. Tout à l'heure, on rigolait au tout début de l'émission avec Johan Mir. Mir, en début de saison, j'avais l'impression qu'il était pas trop mal, qu'il s'en sortait, qu'il avait progressé, qu'il a arrêté de chuter. Et là, en fait, depuis 3 courses, c'est une catastrophe. C'est le Johan Mir de l'an dernier, quoi. Le mec, on sent qu'il est pas loin de déprimer. Il est à bout. Et c'est fou. Un Nakagami dit plus rien, mais bon, voilà. En fait, au final, il y a qu'un Marini, on va dire, qui est un peu régulier, qui est toujours dernier, mais il est régulier. Non, mais dernier ou avant-dernier. Oui, mais bon, il est fait. Tu le vois même plus. Non, mais c'est ça, en fait. Lui, c'est triste, c'est le seul, en fait, qui n'a pas vraiment progressé, mais qui n'a pas régressé. Parce que même à Zarco, on va dire, certaines courses, il était un peu optimiste. Là, il termine à plus de 30 secondes. Bon, il dit rien, mais c'est pas trop ce qu'il attendait, je pense. Bon, il dit que ça commence à gonfler quand même Zarco, que la moto progresse pas, que quoi qu'il fasse, y a rien qui marche. Il est quand même gonflé un peu par la Honda. Ouais. Et après, surtout, il savait dans quoi il s'embarquait aussi. Il le savait en arrivant chez Honda. Ouais, c'est clair. C'est ça. Non, mais je pense que ce qui va être difficile pour eux, c'est de ne pas savoir. En fait, c'est de ne pas savoir en début de week-end où est-ce qu'ils vont être. Est-ce qu'ils vont être à la rue complet, ou est-ce qu'ils vont réussir à faire un peu mieux que prévu ou marquer des points. Et là, le Mugello, c'était catastrophique. Il me semblait que Zarco avait clairement dit qu'il savait qu'il allait pas performer avant un petit moment. Il a dit que le Mugello était horrible. Mais bon. Ah oui. Ouais. Après, non, c'est vrai que c'est de le savoir, ok, mais quand tu le vis après week-end, surtout que là, ça doit être dur, hein. Ouais, surtout que là, on a enchaîné 2 courses de suite où bon, ça s'est mal passé pour Honda. Donc là, après, peut-être que le petit break va leur faire du bien aussi, moralement, surtout que les essais qui ont lieu le lendemain de la course, il a plu, donc personne n'a pu vraiment rouler. Donc c'est vraiment pas facile pour eux. Et puis pour Yamaha, en fait, c'est un peu pareil, hein. C'est peut-être même pire que Honda sur cette course, parce que autant de temps en temps on les voit, on voyait un Quartararo arriver à faire 10e, autant là, il termine 18e à 30 secondes. Au niveau des Honda. Ah ouais, c'est dur. Je sais pas à quoi on pense. Rins prend un point quand même, hein. Rins qui a fait une super qualif, qui passait en Q2 directement. Bon.
qui avait fait 8ème, je crois, de la pour la qualif. C'est ce qui est déjà arrivé 1 ou 2 fois pour Yamaha cette saison. Ouais. Voilà, ce qui était déjà très bien, alors que Quartararo lui partait 17ème, je crois, ou 15ème. Et c'est vrai que Rins avait fait une bonne qualif. Par contre, en course, il galère quand même. Hein. Et puis quand on regarde le classement général, Rins, après 7 courses, il a marqué 8 points. Ouais. Et Quartararo, on a mis 32, bon. Donc ouais, non, c'est sûr que c'est difficile pour eux. Et là, pareil, je pense que Yamaha s'attendait quand même pas à autant souffrir sur cette course. Mais après, c'est ce que disait aussi Zarco après la course. Il dit d'habitude, il y a plusieurs pilotes qui chutent, donc ça nous permet de marquer 1 point. Et en fait, là, tout le monde a décidé de terminer. Et c'est marrant, mais en fait, c'est un peu ça. C'est Quartararo, souvent, quand il marque des gros points, c'est parce que devant, tout le monde a chuté. Et voilà, c'est que lui, il fait pas d'erreur. Mais là, c'est vrai que quand c'était une course, ça a été quand même difficile pour les Japonaises. Non, c'est clair, mais on est habitué presque. Hein. Mais malheureusement, ouais, en fait, on sait que ça sera comme ça toute la saison. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, justement, quand vous parlez de Rins, je trouve que finalement, il s'en sort limite moins mal que Quartararo sur les dernières courses. Parce qu'il se qualifie mieux. Sur les 2 dernières, ouais. Sur les dernières, tu vois, il avait fini à 23 secondes du premier, et Quartararo, il est à 30 secondes, quoi. Il a quand même 7 secondes d'écart, c'est énorme. Même s'ils se battent, pour les dernières places, mais bon. C'est qu'au moins, ils développent aussi une moto Yamaha pour 2 pilotes, et pas pour un pilote. Au championnat, Quartararo est loin devant Rins. Non, mais c'est là où il est bon, Quartararo. C'est dès qu'il y a une chute ou dès qu'il peut marquer des points, en fait, il les marque tout le temps. Il marque les gros points quand il peut. Quand à Jerez, là, notamment en course sprint, il fait podium avant d'être rétrogradé, mais alors ok, il y a 10 ou il y a 15 chutes. Bah ouais, mais lui, il a pas chuté. Et c'est là quand même où il est quand même moi je trouve qu'il est quand même fort parce que quand faut marquer des gros points parce que t'as des chutes devant, lui en fait il arrive à marquer les gros points. Donc ce que n'arrive pas à faire Jack Miller. Voilà. Non mais c'est bête. Jack mais Miller qui est 16e au championnat pendant que Quartararo est 13e pour l'instant. On est à peu près au tiers du championnat là. Parce qu'il y a 21 courses. Enfin il y a 20 courses. On est à la 7e course. Je sais compter. Mais non mais c'est on se console comme on peut, hein, c'est pas facile, hein, mais je pense aussi même pour le moral, pour Yamaha, Quartararo, c'est bien quand t'as la possibilité de marquer des points, de réussir à en marquer, parce que si par exemple t'as pas mal de chutes devant et puis toi tu fais une boulette, tu chutes aussi, tu te dis merde, j'aurais pu marquer des points. Ouais. Et voilà, c'est en fait on en est à ce point-là aujourd'hui, ce qui est complètement fou quand on connaît comme l'histoire de Yamaha ou de Honda, mais c'est limite quand on arrive à faire 10ème, youpi, c'est super, on a fait une belle course. On a marqué des bons points. Et c'est vrai que c'est quand même c'est dur pour eux. Ah, c'est dur. Pas grand chose d'autre à dire. Marquez, Marc de son prénom, un petit mot sur lui. 3e au championnat, 136 points. Il a fait un bon week-end. Hein. Non, un bon week-end, qu'est-ce que j'y raconte il a fait alors attends, que je me reprenne. Oui, pardon, il finit 4. Oui. Non, parce qu'en fait, j'ai du mal à lire le compte-rendu de la performance des pilotes de MotoGP, là où on a toutes les courses, un tableau avec toutes les courses, le nombre de points marqués et les positions. Et en fait, je voyais Marc Marquez 4, je disais 4 points, c'est pas beaucoup. Non, mais en fait, c'est la position. Je vais y arriver. Et donc, après un Grand Prix de France, il fait 13e, un Grand Prix de Catalogne où il fait 14e, là, il revient vraiment devant. Je croyais pas le dire, hein. Je croyais, et je l'avais dit, j'y croyais pas d'ailleurs dans les tout premiers épisodes, ou je sais plus dans quel épisode, mais pré-saison sans doute. Je croyais vraiment pas Marc Marquez aussi performant dès le début. C'est quand même dingo ce qu'il fait. On en a déjà parlé tout à l'heure un petit peu à propos du mercato, mais c'est
Enfin, je le cache pas, hein, j'ai toujours aimé ce pilote. Je trouve que c'est quasiment miraculeux ce qu'il arrive à faire parce que devant c'est quand même assez velu niveau perf. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, c'était peut-être évident qu'il allait autant performer. Moi, j'en étais pas certain du tout. C'est quand même dingue. Bah déjà, il est fort. Enfin, moi, je trouve que c'est un top pilote. Oui, de base, oui, c'est conduire, c'est piloter, oui. Et tu sais qu'en plus, il avait une bonne moto. Alors même certes, c'est la moto de l'année dernière, mais tu sais qu'il avait une machine qui est champion du monde. Et on disait, tiens, l'association des deux, qu'est-ce que ça va donner, même si c'est une vieille moto? Bah, tu te rends compte que la moto, il exploite. Alors, pour le coup, je pense qu'il peut pas faire plus. Ça se voit. Et je pense que ça tenait là où il est intelligent, c'est qu'il sait qu'avec sa bécane, à la régulière, tu le vois, il peut pas chercher Bagnaia, Martin, même Bastianini, il peut pas les chercher. Et donc il se dit, bah, j'attends de voir devant comment ça se passe. Sur l'entendu, si je doute, je vais prendre un peu d'avance, ok, mais sinon, je vais gérer mes courses. Et c'est ce qu'il fait, Et ça fait 2-3 courses, il dit, bah, j'ai lâché. Je savais que fallait pas que j'attaque plus, sinon j'allais me foutre trop tard. Les mecs devant, je pouvais pas. Donc il lâche, et puis il prend des points, il est 3e au championnat avec une vieille moto. Enfin, c'est quand même fort. Ouais. Non, c'est clair. Ouais, pour moi, en fait, là où il a été très intelligent, on va dire, dans ce début de saison, c'est qu'au début, enfin, que ce soit Portugal ou États-Unis, il a quand même tenté de vraiment pousser. Alors, au Portugal, il chute avec Bagnaia, États-Unis, il chute alors qu'il est en tête. En fait, il a compris, après les 3 premières courses, qu'il pouvait jouer devant. Ok, il avait poussé, fallait qu'il se mette vraiment, enfin, qu'il connaisse bien la moto. Il a pas marqué beaucoup de points. Et ensuite, bah, il a enchaîné un peu les podiums, la Jerez, Le Mans, Catalogne. Et notamment Le Mans en Catalogne, où quand même il part 13e et 14e, il termine sur le podium. Et là, je pense vraiment que c'est ces 2 courses-là. Ok, je peux partir 13e, 14e. Comme depuis 2-3 ans en MotoGP, quand tu pars 13 ou 14e, t'as du mal à faire top 5. Et lui, il te fait ça 2 fois de suite. Ouais. Et là, en fait, maintenant, pour moi, il va être très très dangereux. Je disais avant la saison, si au niveau du Sachsenring, il se retrouve dans les 3 premiers du championnat, je le vois champion du monde en fin de saison. Là maintenant, voilà, il a pris en main la moto. Alors oui, il a toujours pas gagné, c'est sûr. Il est contrairement à Bagnaia ou Martin, mais j'ai envie de dire, il lui faut plus grand chose maintenant pour qu'il devienne vraiment très très difficile à battre. Et il y a pas besoin de gagner pour être champion du monde. Ouais, mais je pense même que le jour où il va en gagner une, derrière, il est capable d'enchaîner 3 ou 4 de suite. C'est clair. Quelque chose à ajouter sur cette course, ce GP d'Italie, en MotoGP, où on a fait le tour? Toujours une déception quand même pour Bezzecchi, qu'on attendait quand même mieux. Même la VR46 en général, tu peux dire. Ouais, dans le conduit, il y a une phrase, mais je pense que c'est Ophélie qui l'a mise. Le meilleur, c'est Bezzecchi. Il y a un complot italien pour l'empêcher de gagner parce que Rossi le préfère et Pecco est jaloux. C'est Ophélie qui l'a mis. Hein. Ouais, je pense. Ouais, il y a moyen. Hein. Ouais, c'est signé, ça. Enfin, c'est pas signé, mais... non, mais c'est vrai que Bezzecchi, il était bien revenu quand même à Jerez, même au moment quand il a chuté, mais bon, il jouait devant. Et en fait, là, que ce soit à Montmelo ou Mugello, il fait 11e et 13e. Ouais, c'est quand même... Enfin, on l'attendait quand même mieux, quoi. C'est une déception, quand même. C'est dommage, alors que, enfin, oui, il se fait battre aujourd'hui quand même par Di Giannantonio, qui termine 7e ici au Mugello, par Alex Marquez. Enfin, aujourd'hui, Bezzecchi, c'est terrible à dire, mais sur cette course-là, c'est le moins bon Ducati. La moins bonne Ducati, donc, c'est vrai qu'on s'attendait pas à ça en début de saison. On se disait, on le voyait tous, plus ou moins dans le top 5 du championnat, donc, ouais. Bah, plus globalement, j'ai l'impression que c'est avec les VR46 qu'il y a une petite baisse de perf aussi, hein. Parce qu'on les avait vus très performants, on les avait déjà vus plus performants que ça, enfin. Ouais, alors, un Di Giannantonio à peu près toujours 6e, 7e de toutes les courses. Donc lui, en fait, il est assez régulier. On n'entend jamais parler de lui, mais il est toujours passé. Il est jamais devant, mais il est jamais en dehors du top 10. Puis aussi, un qui fait une super course, comme c'est Morbidelli, hein. Parce qu'on s'est quand même assez moqué de lui, mais là il fait 4e en sprint et 6e en course. Voilà. Alors après, à voir pour le futur, parce que oui, ok, il aime bien le Mugello, tout ça. Son début de saison, c'est quand même un peu, c'est assez catastrophique, parce que bon,
il a 3, enfin début de saison il était blessé, ensuite il a 3 abandons. Mais là ouais, c'est peut-être sa saison est peut-être lancée maintenant. Ce qui serait quand même. On lui souhaite. Ouais, ce qui serait juste. Ce qui serait quand même bien clair. Pour lui, parce que bon, c'est vrai que là il a tellement galéré depuis 2 ans. C'est clair. Très bien. Je suis en train de regarder en fait Marquez, là en Q2 cette année. Il tourne en 1,44 784. Et l'année dernière, la pole de Bagnaia, elle a 1,44 855. Donc c'est-à-dire qu'il est meilleur avec la pole de l'année dernière. Ouais, alors après, je crois qu'il était Bagnaia. Après, il y a pneu aussi. Enfin, voilà. Là, c'est sur la c'était un vent ouest, c'est pour ça. Voilà. Non, c'est comme la course aussi. Les pilotes ont été 25 secondes plus rapides que l'an dernier. 23 ou 20 secondes, 25 secondes plus rapides. Enfin, c'est pour ça que là, ouais, on a quand même une course assez tendue, quoi. Les mecs, ils sont pas laissés aller, quoi. Non, c'est clair. Donc au final, en fait, Quartararo termine à 7 secondes de la victoire de l'an dernier. Zarco aussi, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Ouais, ils sont toujours pas devant, mais on peut voir ça comme ça. C'est pas Marquez, moi je regarde avec Marquez. Ouais. Mais pour venir sur le VR46, moi je suis hyper déçu par cette écurie parce que finalement l'année dernière ils se battaient pour le pour la victoire. Et là, mais en fait, ils sont nulle part. Je trouve que ce soit Bezzecchi ou même Di D'Antonio, ils tournent ils jouent pas devant. On les voit plus, maintenant, là, c'est les voir, comme dit Di D'Antonio, là, ce que je disais, 6e, 7e, 8e. Ok, mais pas mieux. Et puis c'est pas terminé 6e à 3 secondes de la victoire. C'est 6e à 10-12 secondes. Puis je les vois pas gagner. Mais c'est qu'il y a d'autres concurrents, hein. Il y a d'autres teams qui... Il y a Grésini avec Marc et Alex, mine de rien, ça bataille aussi. Il y a Acosta avec Tech 3. Il y a peut-être Morbidelli qui va se commencer à rentrer aussi plus régulièrement dans le top 10. Bah, ça fait qu'il y a plus beaucoup de place pour d'autres. Hein. C'est serré. Hein. Ouais, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi un plus gros gap entre les motos de cette année et celles de l'année dernière. Ouais, après la GP23 l'an dernier avait été difficile, notamment Bagnaia avait eu du mal en début de saison. Là maintenant, Bezzecchi a récupéré cette moto comme Marquez, et peut-être que Bezzecchi a un peu plus de mal avec cette GP23, mais c'est vrai que quand on regarde, oui. Non mais ouais, quand on regarde que ça soit Di Giannantonio, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, cette année ils sont à peu près tous les trois au même niveau. C'est un peu des pilotes, voilà, on va pas dire quelconques quand même pas, mais aux alentours de la 10e place. Non, mais aux alentours de la 10e place. C'est pas eux qui vont être devant. C'est le ventre mou, comme dirait. Voilà, c'est le ventre mou. C'est mieux que les japonaises. C'est mieux que les Aprilia de Oliveira et Raúl Fernandez. C'est mieux que Miller, mais c'est derrière les 2 Aprilia officiels, Acosta, Binder et les 4 Ducati, qui sont toujours devant. Merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on a fait le tour. C'est tout pour nous du coup pour aujourd'hui. Il va falloir un peu patienter pour le prochain Grand Prix, parce que ce sera à Assen aux Pays-Bas et ce sera à partir du 28 juin. Donc armez-vous de patience. Mais d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Discord pour parler de moto évidemment. Et pas que. Il y a quelques hors-sujets, donc n'hésitez pas à venir. Merci Stéphane, merci Thibaut de votre participation à cet épisode. Merci à vous. Chers amis, je sais pas quand est-ce que je vais vous retrouver, mais je vais essayer de vous retrouver très vite. Merci à tous de votre écoute et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt. Ciao. Salut. Salut tout le monde.